Ça fait quand même plaisir de se retrouver pour parler de victoire quand même, pour une fois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim. Alors cette semaine on a un programme assez chargé donc on va aller vite, on va parler d'Everton, on va parler de Troyes et on va parler des échéances qui arrivent pour l'OL et surtout de ce que veulent dire ces victoires que l'OL arrive à accumuler dernièrement, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qui reste à améliorer et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de la saison lyonnaise. Alors ce match à Everton, donc c'était un match qui était hyper important pour les deux équipes. Lyon arrive dans un contexte forcément tendu à Liverpool, parce que Ronald Koeman est sur la sellette, il doit absolument faire un résultat pour sauver déjà son Europa League et sauver son poste, c'est pas plus compliqué que ça. C'est d'ailleurs assez paradoxal que Lyon arrive dans un contexte où l'entraîneur adverse peut sauter en cas de résultat, alors que l'entraîneur lyonnais est solidement cramponné à sa place. Enfin bon, malgré ce contexte, donc super entame lyonnaise sur ce match, les courses sont tranchantes, les intentions sont là, et ça mène logiquement à l'ouverture du score sur un penalty obtenu par Marsal et transformé par Fekir. Et en fait, assez inexplicablement, après ce but, Lyon a laissé Everton revenir dans le match. On l'a vu tout de suite, Everton, ça avait l'air vachement faible, et en fait c'est juste Lyon qui leur a donné les moyens de revenir dans le match, en se positionnant un peu plus bas. Il y a un repli au niveau de la ligne médiane à peu près, où on attend un peu de voir comment ça se passe. Il y a moins d'impact à la récupération, il y a moins de challenge au milieu de terrain. Et donc voilà, Everton arrive à s'en sortir, alors que techniquement c'était d'un niveau assez faible. Ils s'en sortent avec une grosse intensité physique notamment. À l'inverse, on aurait aimé que Lyon appuie là où ça fait mal, et aille chercher ce deuxième but directement, parce qu'il y avait largement la place. Et je suis un peu déçu que Lyon n'ait pas remuer le couteau dans la plaie et n'est pas cherché à mettre ce deuxième but. C'est assez récurrent. On sait qu'après l'ouverture du score, il y a tendance à se replier, à laisser venir. Bon voilà, j'ai trouvé ça dommage encore une fois. Après l'ouverture du score, donc le bloc lyonnais était bien moins compact, il y avait plus d'espace entre les lignes. Comme je l'ai dit, moins d'intensité au pressing et dans la récupération. Donc la mi-temps se termine de manière beaucoup plus équilibrée qu'elle a commencé, et Lyon rentre à la pause avec un 1-0 qui, compte tenu de la qualité de l'adversaire, est quand même le minimum, parce qu'il y avait la place de faire beaucoup plus, en maintenant les mêmes intentions pendant toute la durée de la première période. Alors on sait que cette équipe est fébrile une fois qu'elle a acquis un avantage, il faudrait essayer de travailler là-dessus, de comprendre d'où ça vient et de le corriger, parce que ça rend des matchs difficiles, alors qu'en fait ça pourrait être beaucoup plus simple. A noter que, à mon sens, c'est pendant la première mi-temps que l'arbitre perd le fil du match, notamment en ne sanctionnant pas certaines interventions franchement très très limites de la part d'Everton, notamment ce tacle de Schneiderlin sur Fekir qui m'a fait réagir en direct assez violemment. Très franchement, c'est un tacle qui pour moi est jaune, voire jaune-orangé, parce qu'il lui bloque bien le pied d'appui. Bon, il y a faute et c'est tout. Voilà, moi je comprends pas. Cet arbitre, il n'a pas été au niveau, je pense, et ça commence dès la première mi-temps avec des fautes assez grossières d'Everton, où il aurait fallu sortir le carton pour garder l'emprise sur le match, et comme on le verra par la suite, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai du mal à m'expliquer la volonté de jouer en transition rapide à Lyon. On a constaté un progrès ces derniers temps sur les attaques placées, sur les combinaisons, sur les débordements, les relais. Voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi s'obstiner, pourquoi persister dans cette vision qui est que Lyon doit forcément jouer en transition rapide, en contre, surtout que c'est pas comme si les contres étaient forcément bien exploités la plupart du temps. Bon, à part en fin de première mi-temps, Memphis qui se retrouve en 1 contre 1 face au gardien et qui le loupe malheureusement. Franchement, les contres sont globalement pas si bien exploités que ça, et au final, on se dit que si Lyon jouait en possession et en attaque placée sur toute la mi-temps, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a ce fameux moment de la bagarre, un moment hors du temps, inexplicable. Alors, à noter que les Lyonnais ont l'intelligence de pas réagir, quasiment pas en tout cas, et c'est là qu'on se dit que les incidents contre Beşiktaş, contre Bastia, ont quand même forgé une certaine solidité, un certain caractère à quelques joueurs, notamment Touzard. Il commence à se faire malmener par ce génie d'Ashley Williams, et à ce moment-là, il se dit, bon, si je réagis pas, Williams prend un rouge, le match est facile derrière. Il a l'intelligence de pas réagir, même quand les supporters s'en mêlent, il n'y a pas vraiment de réaction violente côté lyonnais, ça c'est un point positif. Ça veut dire que c'est une équipe qui garde une certaine composition dans ces moments-là. C'est une équipe qui ne se laisse pas intimider par ce genre de choses. Mais le problème, c'est que l'arbitre, il était à l'ouest, quoi. Le problème, c'est que l'arbitre, il a fait strictement n'importe quoi. Parce qu'on se dit, bon, ça va, allez, Williams, c'est dehors. Tellement pas. Le mec, il reste sur le terrain, il marque 5 minutes après. J'aimerais comprendre, j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans la tête de l'arbitre. Je sais pas. Pour moi, c'est inexplicable. J'ai pas d'explication logique à ça. Je comprends pas comment on peut le laisser sur le terrain. Voilà. Si quelqu'un sait pourquoi, si quelqu'un sait ce qui s'est passé dans la tête de cet arbitre. Alors, c'était un Néerlandais. Peut-être qu'il était fan de la Z Alkmaar et qu'il a encore un peu mal au... Voilà. Mais non, franchement, j'en ai aucune idée.
Enfin bon, dans tous les cas, une fois que Williams égalise, ça pue le traquenard à plein nez. Mais l'OL s'en sort quand même, à noter une très belle accélération de Cornet sur le côté pour centrer pour Traoré. Traoré qui finit bien, bon la balle peut aussi être contrée, il y a un petit peu de réussite, mais voilà, c'est le foot qui s'en sort vainqueur, c'est pas du beau football, mais ça reste du football, alors que les joueurs d'Everton, notamment au moment de cette bagarre là, les joueurs comme les supporters d'ailleurs, c'était absolument pas du football dont ils parlaient. Donc de ce match, on va retenir très clairement le caractère, la solidarité et la capacité à rester cohérent et à ne pas disjoncter quand les éléments sont contre l'OL, clairement. On aurait aimé plus de domination, on aurait aimé plus de créativité et plus de maîtrise du match, parce qu'il y avait largement la place, Everton était très faible. Bon, c'était pas pour cette fois, le contexte est devenu assez compliqué quand Everton a essayé de pourrir le match. Donc voilà, retenons la victoire, retenons les 3 points qui mettent quand même l'OL sur de bons rails en Europa League. C'est pas un match dont on se satisfait sur le plan du jeu, mais le résultat est là, et dans un premier temps, c'est quand même le nécessaire. On parle ensuite du match de 3. Alors, le foot sans Fekir, ça inquiète tout le monde, très clairement. Et Genesio a eu une réponse que j'ai trouvée intéressante, c'est-à-dire qu'il a inversé son triangle du milieu de terrain. D'habitude, dans son 4-2-3-1, il y a donc 2-6 et 1-10. Et là, cette fois-ci, il a mis Touzard en seul sentinelle et Ndombele Aouar un peu plus avancé, dans un poste de relayeur un peu plus, et avec plus de possibilités de création et de projection. A noter que c'est le 3e poste différent pour Houssem Aouar en 10 jours. Je sais pas si on se rend compte de ça. Le mec a joué à 3 postes différents en 10 jours. Et sur les 3 matchs, il est bon. C'est formidable, c'est exceptionnel. Il faut quand même dire que 3, ça essaye de jouer. Je trouve qu'il y a des idées. Voilà, il y a quelque chose à 3. Et j'aimerais bien que cette équipe se maintienne parce que très franchement, voilà, j'aimerais qu'il soit récompensé parce qu'il a l'air d'avoir un projet. Il y a quelque chose en place, il y a quelque chose qui est tenté en tout cas, et j'ai trouvé ça positif, j'ai trouvé ça intéressant. C'est le cas de plus en plus d'équipes dans le championnat de Ligue 1 d'ailleurs. Mais voilà, ils ont essayé, et ils avaient des idées. Et c'est toujours bien, et c'est toujours quelque chose qu'il faut encourager à mon sens. Le milieu à 2 relayeurs, côté lyonnais, il a vachement favorisé les projections. C'est d'ailleurs Aouar qui crée le décalage sur le premier but en trouvant Marsal sur le côté dans la profondeur. Marsal qui centre pour Traoré, Traoré qui finit sur le gardien, mais le gardien n'arrive pas à repousser, bon voilà. Ça met l'OL dans le bon rail. Globalement, la première mi-temps, après ça, elle reste assez équilibrée. La deuxième différence, elle va venir en seconde mi-temps par Tanguy Ndombele, dans le style qu'on lui connaît. Moi, l'image qui m'évoque, c'est vraiment un brise-glace. Vous voyez ces bateaux qui arrivent et qui pètent tout sur leur passage. Tanguy Ndombele, c'est un peu ça. Le mec, il a transpercé le bloc troyen tout seul. Après, il décale Memphis. Memphis, j'ai beaucoup aimé sa finition. Ça rappelle un peu du Fekir dans la finesse du geste, en fait. Il arrive, il fixe, il la glisse, c'est parfait. Donc après ça, clairement, Lyon déroule. Mariano fait un rush, il se fait tacler alors qu'il allait absolument pas donner le ballon, ce qui fait que Memphis la récupère et finit en lucarne cette fois-ci. Memphis qui, encore une fois, part seul et obtient un penalty qui transforme en Panenka. Bon voilà, la Panenka, on aime, on n'aime pas. De toute façon, Memphis, on n'aime pas de manière générale. C'est un joueur qui va chambrer, qui est un peu orgueilleux, qui va essayer de montrer qu'il est là, qui va tenter ce genre de geste. Bon, moi, j'ai une petite sensibilité pour ces joueurs-là. Voilà, c'est du spectacle, c'est beau, et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Le 5e but, c'est Mariano qui se dit « je marque ». Sur le 5e but, il a oublié la terre entière. Sur le 5e but, il y avait le ballon, lui, le but, et c'est marre. Il y a Maolida qui est d'ailleurs super énervé parce qu'il attend le ballon, mais non, Mariano voulait marquer tout seul. Ça a énervé certains, notamment sur Twitter. Bon, c'est le caractère du buteur, je crois. Et c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher. Il n'aurait pas marqué, je pense que tout le monde l'aurait incendié à juste titre, parce qu'il n'a pas le droit d'oublier son partenaire qui est au 6 mètres tout seul comme ça. Mais il marque, voilà, il marque et ça donne une belle victoire 5-0, donc c'est relativement bien payé par rapport à ce qui a été produit collectivement, parce que collectivement, il n'y avait rien de fou, hein, très clairement, c'était pas encore au niveau de ce qu'on pouvait attendre, seulement voilà, les individualités, elles sont tellement fortes que quand elles sont dans un bon jour, comme pouvait l'être Memphis, qui sort un gros match, bah voilà, ça donne forcément beaucoup de problèmes à l'adversaire. Et ça donne finalement un score fleuve. J'ai trouvé que Memphis avait effectivement fait un bon match, au-delà de son triplé. Quand on voit le personnage, on peut s'imaginer, j'ai l'impression, qu'il tourne à la confiance. Hein, et que depuis quelque temps, c'était compliqué en termes de confiance. Le fait qu'il s'offre cette Panenka, comme j'en ai déjà parlé, c'est pas étonnant, ça m'a l'air cohérent avec le personnage. Et c'est peut-être sa manière à lui de se donner la confiance dont il a besoin. Et si c'est le cas,
c'est intéressant. Parce que Memphis, on l'attend pas sur un triplé contre 3, c'est pas ça qu'on veut. On veut un Memphis décisif, créatif dans les grands matchs, mais si ce genre de match peut être ce qui va lui donner la confiance en plus pour réussir de manière plus régulière et surtout dans les grands matchs, eh bah tant mieux, j'espère vraiment que ce sera le cas. À noter la bonne gestion de groupe de Genesio sur ce cas, et c'est super rare donc on va le souligner. Le fait d'avoir mis Aouar à son poste pendant quelques matchs, le fait de lui avoir montré qu'il n'était pas intouchable, et j'imagine le fait de lui avoir expliqué mieux ce qu'il attendait, je pense que ça a piqué Memphis dans son orgueil, et au vu du caractère du bonhomme, le piquer dans son orgueil, c'est peut-être la meilleure chose qu'il y a à faire, parce que je pense qu'il a une énorme confiance en lui, et que quand on lui dit qu'il va pas réussir quelque chose, il est jamais aussi motivé pour le réussir derrière. Le match, il est intéressant par le score et par les individualités, mais il est aussi intéressant par le résultat et l'opération au classement qu'en découle. La réception de Metz le week-end prochain, c'est une occasion de lancer une vraie grosse dynamique, une dynamique qui peut durer et qui peut propulser l'OL assez haut au classement, surtout qu'il y a des équipes qui vont faiblir. Saint-Etienne, c'est en réussite. Nantes aussi, je me dis, il y a bien un moment où ça va craquer. Nantes, j'ai un peu de doute sur leur capacité à rester à ce niveau-là, ils seront de moins en moins surprenants, les équipes vont commencer à s'adapter à la production nantaise, donc je me dis qu'ils vont peut-être perdre 2-3 places dans les prochains matchs, et si Lyon peut avoir cette dynamique, ils vont en profiter. Ça commence, comme j'ai dit, par la réception de Metz, réception qui est pas loin d'être à guichet fermé. Depuis l'entrée au Parc OL, on a plus souvent vu des matchs à 30 000 avec le troisième anneau fermé. Je trouve ça bien, on voit que dès que les prix sont accessibles, il n'y a pas de mystère, hein, les prix accessibles, le stade est plein. J'espère que ça va donner des leçons à la billetterie, ça fait des mois qu'on en parle de la billetterie de l'OL, je la trouve super mal gérée, et depuis longtemps en fait je regrette que l'OL préfère un stade à 30 000 personnes avec des places chères plutôt qu'un stade à 60 000 personnes, c'est peut-être plus rentable, mais voilà, je préférerais un stade plein à tous les matchs, même si les prix sont adaptés en fonction de l'adversaire. Il faudra pas se faire piéger contre Metz. Ça va être un match compliqué parce que Metz est 20e. Metz a énormément besoin de points. Il va y avoir un électrochoc lié au changement d'entraîneur. Donc ça peut être assez vite un match traquenard. Mais il est très important de bien le négocier, comme j'ai dit, pour poursuivre dans cette dynamique. Et surtout pour attaquer le plus grand match du championnat français avec le maximum de confiance. Alors quand je dis le plus grand match du championnat français, c'est sans vouloir manquer de respect aux Marseillais. Hein. Parce que bon, OM PSG, certains vont dire oui, c'est ça le plus grand match, tout ça, machin. Moi, j'ai un point de vue assez simple à ce niveau-là, c'est-à-dire que je considère que pour qu'il y ait un vrai grand match et un vrai choc, il faut que les deux équipes en aient quelque chose à foutre. Paris, ils en avaient rien à foutre de ce match. Mbappé l'a dit en conférence de presse après le match, bon, c'est pas bien grave. Mais du coup, ça peut pas être le plus grand match du championnat de France. C'est triste à dire, hein. Je suis le premier à le regretter, et je pense que les supporters parisiens devraient s'en alarmer, parce que ça montre à quel point ce club n'a plus d'identité aujourd'hui. Mais voilà, le plus grand match du championnat de France, le match le plus tendu, le match qui déchaîne le plus les passions, c'est, et ça restera, les derbys entre Lyon et Saint-Etienne. Donc le derby arrive, il va falloir se mettre dans l'ambiance assez rapidement, parce que ça va être un gros choc. Saint-Étienne est pas loin au classement, donc ça va être intéressant. Il n'y a souvent pas besoin d'enjeux sportifs pour que ces matchs soient très tendus. Là, le sportif, il y est, donc ça va vraiment être explosif. Mais il ne faut pas oublier le match de Metz qui arrive avant et qui est très important aussi. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'au vu des résultats, de la dynamique et de la certaine confiance qui est en train de se mettre en place à l'OL, peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, quand on regardera, on se rendra mieux compte de l'importance du but de Fekir contre Monaco. Le contexte était extrêmement tendu à ce moment-là. Lyon pouvait être décroché au classement. Il y a des buts qui font des saisons. Et je me dis que ce but-là, si Lyon arrive, projetons-nous un peu, si Lyon arrive à battre Metz et à s'imposer dans le derby, ils vont se retrouver pas mal au classement. Ce but de Fekir contre Monaco, ça peut être le but de la saison, le but le plus important, celui qui va enfin lancer la saison de l'OL. J'ose espérer que l'OL a lancé sa saison pour de bon. Donc Lyon a gagné 3 matchs. C'est pas la peine de s'enflammer. Je vois certaines personnes dire alors qu'est-ce que vous disiez les anti-Genesio, tout ça. C'est pas la question du tout. Les problèmes sont encore loin d'être réglés. Il y a encore beaucoup à travailler. Le travail commence là. On verra à la fin. En tout cas, les ingrédients sont là. Ça, c'est une évidence. Et il n'y a plus qu'à espérer que la saison lyonnaise soit vraiment enfin partie et sur de bons rails et qu'elle nous emmène bien sûr le plus haut possible. Je vais conclure cet épisode en vous remerciant encore une fois parce qu'il y a de plus en plus de gens qui commentent les vidéos, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Il y a même des gens qui, en vrai, me disent qu'ils apprécient ce qu'on produit. Voilà, ça nous encourage réellement
à essayer de produire quelque chose de mieux. J'ai pas forcément le temps personnellement de répondre à tous les commentaires sur Facebook, sur YouTube, tout ça. Donc on réfléchit à mettre en place un épisode live dans lequel il pourrait y avoir beaucoup plus d'interactions, dans lequel vous pourriez poser des questions et on pourrait vraiment discuter, échanger. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter un peu partout sur Facebook, YouTube, même Twitter. Dites-nous, est-ce qu'un live ça vous tenterait? Est-ce que ça pourrait être constructif? Est-ce que vous seriez intéressé? Pourquoi pas faire ça? Je vous soumets l'idée, n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse ou si au contraire vous en avez rien à foutre, hein. Vous avez parfaitement le droit. Sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une semaine qui va être un peu plus calme. On va patiemment attendre le match contre Metz en ayant bien sûr déjà la tête au derby. C'est le match le plus important de la saison, j'en peux déjà plus d'attendre. Ça va être un match dingue et j'espère que l'OL sera au rendez-vous. Mais avant, voilà, il y a ce match de Metz à bien négocier. On va espérer donc se retrouver la semaine prochaine pour parler d'une victoire de l'OL aussi convaincante que celle de 3 dans le résultat, aussi convaincante que celle contre 3, Everton et Monaco dans l'état d'esprit, et, je l'espère, une victoire vraiment dominatrice et convaincante dans le jeu cette fois-ci. Bonne semaine!